Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC. Je vous préviens, ça va être long, ça va être détaillé, mais vous avez ici un laboratoire à ciel ouvert de ce qui était plausible qu'il se passe et de ce qui risque de se passer de manière purement probabiliste. Donc ça va être long, c'est dimanche, je vous fais les news, je vous fais ce que je pense être la suite, toute humilité gardée, puisque j'en sais rien en vérité. Et puis, on va commencer par, tout simplement le graphe que vous avez en face des yeux. On a perdu 1,6% sur la séance de vendredi, avec une baisse depuis les plus hauts de 3,3% déjà. Ok ? Pour l'instant, rien de grave. On sait que lundi va être sans doute possiblement assez compliqué, puisque vous savez, vous avez suivi les actualités entre les tensions géopolitiques avec Trump qui a décidé d'envoyer 2 sous-marins nucléaires pour montrer à Medvedev et à Poutine qu'ils n'avaient pas peur, les retombées des statistiques odieuses de l'emploi aux États-Unis. Vous savez que la bonne humeur était notamment due au fait que malgré des taux d'intérêt relativement élevés, eh bien l'économie se portait très bien. Donc franchement, même si ça baissait, eh bien derrière on pouvait encore envisager de baisser les taux, on a beaucoup parlé. Et là, il se trouve que les chiffres officiels de l'emploi ont été révisés à la baisse. En gros, et pour faire simple, 3 fois moins de création d'emplois que ceux dont pouvait se prévaloir l'administration Trump. Les marchés, n'ont pas aimé, 2, ils ont encore à digérer correctement le fait que Trump a dit qu'il licenciait la personne en charge des statistiques qui renvoie les Américains au fait que le président pour lequel ils ont voté, eh bien, n'est peut-être pas le plus, démocratique, puisque certains disent que ce sont des pratiques de dictature, que de faire ça. Bref, beaucoup de choses à digérer. Et nous sommes sur un point crucial. Tout d'abord, il faut savoir que ce qui s'est produit n'était absolument pas, imprévu. On a vu en particulier que les institutionnels, on l'a vu dimanche dernier, que les institutionnels avaient accumulé des positions short, on l'a suffisamment mentionné. Il était plausible qu'ils se préparent à la baisse, et j'ai envie de dire que maintenant qu'ils ont attrapé un os, ils vont pas le lâcher de sitôt. Vous savez, les institutionnels, c'est un peu comme nous, on préfère acheter pour pas cher qu'acheter pour cher, et s'ils ont les moyens de faire baisser les cours encore et encore pour pouvoir accumuler, pour ensuite profiter d'une vague de hausse, ils vont pas s'en priver. Ils vont donc sortir tous les cadavres qui traînent. Ça peut aller effectivement des tensions géopolitiques qu'on avait un peu enterrées, aux tensions commerciales avec la Chine et autres, et avec un petit saupoudrage de crise au Moyen-Orient en Ukraine. Bref, on risque effectivement d'avoir un cocktail de mauvaises nouvelles simplement pour faire baisser les cours. J'avais expliqué dans la vidéo le 24 juillet, donc c'était une semaine, qu'on allait essayer de dater la baisse. Et j'avais expliqué, mais je vais pas répéter parce que ça va être trop long, mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo du 24 juillet parce qu'elle en dit long sur les récurrences qu'il y a. Je suis pas en train de vous dire, oh regardez comme j'ai bien deviné la suite. Franchement, ça, tous les gars qui ont un petit peu d'expérience le savent, qu'en août, on risquait d'avoir une baisse. Et ce que je veux vous dire également, c'est que tous les gars qui ont un petit peu d'expérience savent exactement, mais envisagent déjà ce qui va se passer maintenant, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Ok, donc pourquoi on savait plus ou moins qu'on était à risque en août? Tout simplement à cause des positions des cotes, à cause du fait que les projections et les résultats d'entreprise avaient été meilleurs qu'anticipés, et que donc on avait bénéficié de cette bonne nouvelle, et que là en août, eh bien on manquait un petit peu de carburant pour continuer à faire monter. Donc du coup on fait baisser pour pouvoir acheter pour plus tard. Mais pour l'instant, et là c'est là que je reviens au SP500, il n'y a rien de grave. Pourquoi il n'y a rien de grave? Parce que la structure, elle est toujours haussière. Ok, et désolé pour ma lapalissade habituelle, tant qu'une structure haussière n'est pas cassée, elle reste haussière. Ça veut dire quoi, casser une structure haussière? Ça veut dire que les pics ne sont plus ascendants et que les creux ne sont plus ascendants. À partir de quand c'est le cas? À partir du moment où on casse la structure déterminée ici. Là, on se retrouve avec des pics ascendants et des creux qui sont descendants. Ça fait pas une tendance baissière. Pour avoir une tendance baissière, il faut avoir des pics et des creux qui sont descendants. Donc, il faut encore que l'on rebondisse
c'est obligatoire que l'on rebondisse pour ensuite avoir un nouveau plus bas qui initierait donc une tendance baissière avec des pics et des creux descendants. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est loin de tout ça puisqu'on est toujours avec des pics ascendants et des creux ascendants. Donc la tendance, elle est haussière. Donc vous pourrez repartir comme si de rien n'était lundi, mardi, etc. pour faire derrière des plus hauts. C'est une possibilité. C'est pas ma solution, on va dire, la plus plausible. Mais encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux. D'autant qu'on a baissé sur un gap et puis qu'il y a des mauvaises news et que le timing est bon pour la baisse. Donc moi, ce que j'envisage que l'on puisse faire, c'est clôturer en dessous, qu'il y ait un rebond, ok, et que derrière ça replonge. Alors maintenant, je vais vous emmener de la même manière que je vous avais expliqué la semaine dernière ce qu'il était possible qu'il se produise. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il est possible qu'il advienne à partir de la semaine prochaine. Et je vais mettre une lumière particulière, si vous voulez bien. Je vais partir du principe que ça va bien se passer, madame, comme dirait l'autre. Et que finalement, on s'amuse à se faire peur et que derrière, on va faire des sommets. Pourquoi est-ce que c'est mon scénario de base? 1, parce que toutes les bonnes nouvelles qu'on avait il y a 2 semaines sont globalement encore là. 2, parce que c'est un schéma qui est classique. Alors, regardez ça. Vous vous souvenez, on a fait un backtest. C'était la semaine dernière. Et la semaine d'avant également. On avait eu ici une croix dorée. La croix dorée, c'est quand la M50 croise la M200 et on avait vu qu'il était beaucoup plus plausible, beaucoup plus plausible de faire 1 fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection que de venir toucher le stop de protection. Si on met le stop de protection au niveau des précédents creux, eh bien, il est donc beaucoup plus plausible de faire plus 22 que moins 22. Il est même beaucoup plus plausible de faire plus 44 que 22, donc 2 fois la distance stop de protection, voire 3 fois, 66. On l'a testé, on le sait. Est-ce que c'est incompatible avec une baisse à laquelle on assiste maintenant? Eh bien, regardons, jugeons sur pièce. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Non, pardon, c'était pas là, c'était là. M50, M200, croix dorée. Et qu'est-ce qui s'est passé très peu de temps après? Une baisse, ici, de quasiment 10%, qui nous a même amené à repasser en dessous de la M50 et de la M200, avant derrière de faire, voilà, ok, on n'a pas eu de croisement M50, M200 à la baisse avant ici, donc entre les plus bas et les plus hauts, une fois que l'on a eu le signal, derrière on a quand même fait entre les plus bas et les plus hauts 50%. On continue juste pour l'exemple, attention, ce ne sont pas des preuves de quoi que ce soit, si ce n'est qu'on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Là, pareil, on a une autre croix dorée ici. Ça ne nous a pas empêché d'avoir une attaque baissière. Ça, c'était la fin du mandat Trump, d'ailleurs. C'est intéressant. Moins 11%. OK, et derrière, voilà ce que ça a fait. On en prend un dernier pour la forme. Là, M50, M200. On a baissé dans la foulée de 7,5%, ce qui ne nous a pas empêché derrière de faire des hausses totalement significatives de encore plus 20%, etc., etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne sais pas ce qui va se produire, mais si on perd encore 7, 8, 9, 10%, ça remettrait absolument pas en cause cela. Au contraire, ce sera une opportunité. Ok. Alors c'est sûr que quand on regarde les données hebdomadaires, on peut craindre que la baisse s'accélère. Pourquoi? Parce qu'on a un avalement baissier ici. Un avalement baissier, c'est une bougie avec un corps vert qui est complètement avalé par une bougie avec un corps rouge. C'est les corps qui comptent, pas les mèches. Et vous voyez, le corps rouge, il commence plus haut que le corps vert et il termine plus bas. C'est ce qu'on appelle un avalement baissier ou une englobante baissière. Vous avez vu ça. Alors ça fonctionne pas toujours. Là, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fait énormément de dégâts. 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 Croyez-moi, on est quelques points au-dessus. Là, ça n'a pas marché. Là, ça fait énormément de dégâts, etc. Donc, c'est un peu asymétrique. Tous les avalements baissiers n'amènent pas extrêmement de dommages, mais généralement, les grands dommages sont précédés par un avalement baissier. Et on a un avalement baissier. Ok? Donc, maintenant, toujours en gardant les idées claires et surtout sans paniquer. Et après, on va regarder le commitment of traders parce que vous avez vu, je pense qu'on l'a bien remarqué, il faut toujours suivre ce qu'ils font parce que eux font le marché. Nous, on se débrouille en suivant les gros et en faisant des petits pronostics. Eux font le marché. Ils le bougent, ok?
Et donc, à partir de là, si on considère que la baisse est partie pour durer, eh bien, on peut encore envisager d'aller chercher le support suivant. Alors, on a une grande zone hebdomadaire ici, on a un support ici, on a un support ici. Donc, on peut totalement envisager de perdre depuis les plus hauts 7-8%. C'est ce qui s'est passé avant. C'est plus souvent la règle que l'exception. Zone sur laquelle il faudra donc envisager, si les circonstances et les conditions sont réunies, d'acheter. Et ici, 10%. C'est pas du tout impossible. Tout ça pour ensuite bénéficier éventuellement du croisement, la croix d'or ici, dont on sait qu'elle fonctionne dans plus de 70-75% des cas. Donc voilà, j'ai envie de dire, mais attention, rien ne fonctionne à 100%, j'ai envie de dire que c'est cousu de fil blanc. J'ai envie de dire qu'il faut surtout à partir de maintenant ne pas paniquer et regarder les niveaux à partir desquels vous envisageriez d'acheter si vous envisagez d'acheter. Si vous pensez que fondamentalement rien n'a changé, si vous pensez que fondamentalement une statistique ne fait pas une tendance économique comme une hirondelle ne fait pas le printemps, eh bien, vous pouvez totalement envisager que ça risque d'être corrigé ou que on aura des bonnes nouvelles par la suite. Et il faut regarder les points d'achat, ce qui encore une fois et pour la 4e fois ne serait absolument pas incompatible avec ce qu'on a vu qui se passait. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, ça va, mais si on clôture en dessous de cette zone-là, eh bien, il faudra sortir. De toute manière, vous savez, j'ai pris un trade. J'avais expliqué que mon stop de protection était en clôture sous la structure baissière. J'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter parce que ça va être trop long. Mais si on clôture en dessous de ça, je sors. C'est pas grave. J'ai acheté là de toute manière. J'ai fait TP1, TP2, TP3. Il me reste une position résiduelle. Même si je perds de l'argent parce qu'on perd 10% vendredi, j'ai déjà assez une position résiduelle. J'ai déjà pris l'essentiel de mes profits. Ok, je sortirai quand on clôturera en dessous de cette zone. Par exemple, si lundi on clôture en dessous de ça, je sortirai à la dernière minute de la séance. Ok. Donc maintenant, on va mettre en place un plan. Si vous voulez... puisque vous avez toute votre attention, je vais faire un petit coup de pub. Je suis désolé, j'en profite parce que vous voyez quand même l'intérêt qu'il y a d'être de chasser en meute, j'ai envie de dire. Si vous voulez découvrir le club des tradosoriens, vous avez un format ici que je dis ça parce qu'il y en a qui reviennent de vacances là. Si vous voulez partir sur des bonnes bases, vous avez l'abonnement mensuel au club des tradosoriens. J'ai vraiment resserré au maximum les prix. 19,90 €. Avec ça, vous aurez tout simplement un webinaire compris, un des 80 webinaires disséminés dans les kits là. Bon, un par mois, c'est pas pour beaucoup. Si vous voulez mettre les bouchées doubles, c'est pas beaucoup. Vous pouvez chercher en plus des kits qui correspondent à vos besoins. Si par exemple vous êtes intéressé par les actions ou les cotes ici, vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez à propos de à quoi c'est à qui c'est adressé. Ok, j'explique. Vous avez les contenus, mais surtout j'ai envie de dire, si vous voulez faire un essai comme ça qui vous engage pas trop, donc vous avez cet abonnement au club des tradosoriens. Le club des tradosoriens, je vous montre à quoi ça ressemble, pardon. C'est ça, ok. Vous avez des graphes et c'est bien parce que si vous voulez justement être accompagné de manière plus réactive, que ce soit sur les actions, les cryptos, les ETF, les matières premières, des setups, etc. Ça peut vraiment vous intéresser. Vous pouvez donc nous rejoindre, je répète, vous aurez là l'abonnement pour un mois, un webinaire privé, 250 fiches pratiques et également, vous lirez, mais vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je reviens après ce coup de pub, veuillez m'en excuser à mon grade. Donc si vous voulez spéculer à la hausse, acheter maintenant, c'est totalement acceptable. Ok, c'est totalement acceptable parce qu'on est sur une zone de support et la structure elle est haussière. Par contre, à mon avis, si vous spéculez à la hausse maintenant, stop de protection ici en cas de clôture en dessous de la zone. Parce qu'on risque d'avoir une accélération baissière. Si vous êtes un peu patient, vous pourriez attendre et acheter plutôt sur cette zone de support et puis pourquoi pas sur cette zone de support. Ok. Si vous êtes baissier, vous avez la possibilité alors spéculer à la baisse maintenant, c'est possible, mais il faudrait mettre le stop de protection, il faudrait jouer sur l'avalement baissier
qu'on a vu plus tôt ici, dire ok, ça va baisser, je mets un stop de protection par exemple en clôture au-dessus de l'avalement baissier et je parie sur le fait qu'on va aller fouiller là dans la zone grise qui est une zone de support hebdomadaire ou pas besoin éventuellement d'aller chercher la zone hebdomadaire. Hein. Vous pouvez dire simplement je spécule à la baisse et je parie sur le fait que on va aller chercher ici. Ok, ce serait assez logique. En termes de ratio gain-risque, ça vous donnerait par rapport au niveau actuel, voilà, un stop à 3% et un objectif à 3%, 3,4%. C'est possible aussi. Maintenant, vous avez la troisième solution, enfin le troisième type de trade, c'est attendre que ça rebondisse, attendre que ça casse, attendre un pullback et là attendre les cours pour spéculer à la baisse pour être à la fois sûr que la structure elle a cassé et avoir un meilleur prix. Quant à moi, je vais rentrer à l'achat, mais je vous dis pas quand, je sais pas encore. Par contre, comme d'habitude, je vous dirai quand, la veille pour le lendemain. Je vais pas dire voilà, je suis rentré pendant que personne ne regardait. Non, ça se fait pas. Par contre, je sais pas pour l'instant. Je vais regarder comment ça se goupille et je vous dirai la veille de l'achat pour le lendemain. Pour l'instant, je sais pas trop. On verra. On regarde le Nasdaq et c'est exactement la même chose. J'ai envie de dire encore plus douloureux. Les cours abandonnent 2%. Et on est dans une situation où le support est là aussi est menacé, mais là aussi on a eu un croisement M50 M200 qui n'a pas produit encore ses effets et des effets absolument statistiquement prouvés. Hein. Donc ça il faut le savoir. J'ai pas envie de me répéter trop, donc je dis simplement si vous voulez acheter, vous pouvez le faire ici. Stop de protection en cas de clôture sous la structure. Logique, ou alors vous attendez une consolidation sur cette zone des 21 500, 22 000, stop de protection en dessous. Et si vous voulez spéculer à la baisse, là aussi vous avez un avalement baissier, hein, en daily d'ailleurs. Ok, vous pouvez spéculer à la baisse. Et le CAC 40, pour moi, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on peut tout à fait rebondir, mais pour moi, on va chercher le support suivant. Je ne sais pas si vous avez compris, mais pour moi, ça me semble assez commerçant que d'aller chercher le support suivant. Hein. Mais ça, par contre, c'est juste un sentiment. Et là, voilà, le CAC 40 est exactement pareil, raccord, si vous me passez l'expression. On est déjà sur le support des 76,00, 75,00. Vous avez un gap qui a été ouvert, ce qui a un signal de force baissière. Si vous êtes acheteur, on peut acheter sur ce niveau, pas de problème. Stop de protection en cas de clôture. Par contre, si vous êtes baissier, là, vous avez vraiment une vraie structure baissière qui va se mettre en place, hein, parce que déjà... Bon, on a déjà une structure qui est neutre maintenant. Ok, c'était ça la limite de la structure haussière. Donc on a un coup d'avance à la baisse, hein, parce que si on casse en dessous de cette zone-là, comme vous pouvez le voir, les pics seront descendants et les creux seront descendants. On sera déjà en tendance baissière sur le CAC 40. Ok, on va voir. Si vous voulez acheter, je l'ai déjà dit, vous pouvez acheter ici. Ok, bon voilà. Je suis désolé, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer des choses fondamentales à mon sens et moins à faire de l'analyse technique parce qu'à mon avis, c'est sur ce plan que ça va se jouer. On regarde maintenant le Commitment of Traders. Et on passe donc au Commitment of Traders et là, il y a véritablement quelque chose d'extrêmement surprenant. C'est qu'ils n'ont pas vu le truc arriver. Autant j'avais dit, on avait vu la semaine dernière qu'ils étaient largement chargés en short et c'est comme si finalement ils avaient décidé de changer leur fusil d'épaule. Regardez ça. Pour débuter, le SP500, ils étaient... Alors attention, c'est très important de comprendre que on n'essaie pas ici de timer le marché. C'est pas possible parce que vous voyez, il y a marqué là. Ce sont des chiffres basés sur des stats remises de 29 juillet et qui concernent ce qu'ils ont fait une semaine avant. Autrement dit, c'est très décalé. Et là, les chiffres-là ne tiennent pas compte, donc, par définition, de ce qui s'est passé après le 29, y compris, donc, les mauvaises news, l'histoire des sous-marins, etc., etc. Mais on voit, encore une fois, ce qu'ils étaient en train de penser avant. Et ce qu'ils étaient en train de penser avant, c'est que, l'horizon était dégagé avec les excellentes, notamment statistiques qui étaient sorties aux États-Unis. Regardez ça, les gestionnaires de fonds augmentaient leur exposition au SP500 avec 18 857 contrats en plus. Ils ont réduit leur couverture de 2000 contrats, autrement dit beaucoup de confiance par rapport à la situation des gestionnaires de fonds et même les hedge funds qui sont réputés quand même plus agressifs et plus court terme. Et qui peuvent spéculer à la baisse, hein, et qui spéculent à la baisse, on va dire beaucoup plus souvent. Regardez ça, ils ont augmenté leur position acheteuse de 8%, et même s'ils ont augmenté leur position vendeuse de 7,4%, on voit bien que l'écart
entre 8,1 et 7,4, bah, c'est de l'exposition supplémentaire à la hausse. Hein. Donc ils n'ont pas vu arriver ce qui s'est passé en fin de semaine. Et alors, ça veut dire deux choses. Un, soit c'est anecdotique et on va rebondir comme une balle parce que ils sont très confiants. Soit il y a des positions qui vont être allégées dès la semaine prochaine et ça risque d'accélérer la baisse. Et c'est pareil si on regarde le Nasdaq. Regardez ça. C'est encore plus flagrant. Les gestionnaires de fonds ont pris 7,4% de position haussière en plus et ont réduit leur position baissière de 2,1%, tandis que les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position acheteuse de 24% et augmenté leur position vendeuse de 13%, autrement dit, beaucoup plus exposés à la hausse qu'à la baisse. Donc pour le Nasdaq aussi, on se retrouve dans une situation où il semble pas que ils étaient véritablement préparés. Il faut se souvenir qu'ils étaient quand même lourdement exposés à la baisse et ils ont pris des profits la semaine d'avant, mais il y a quand même l'idée que ils ont été pris de court aussi. Donc je répète, ça veut dire à mon avis soit que ce qui se passe sur les marchés, ils s'y attendaient plus ou moins et c'est anecdotique, c'est pour ça qu'ils ont continué à s'exposer à la hausse, soit ils n'ont pas du tout prévu ça et ils vont sans doute, pas les asset managers, hein, mais surtout les gestionnaires de fonds, pardon, les hedge funds risquent d'alléger leur position parce qu'ils sont sur des positions de court terme. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent pour la suite. À demain.